BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. La mode est à l'investissement dans les PME et les ETI au sens large. Pour en parler, Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes associé gérant chez Vita, mais effectivement, PEA, PME, eurocroissance même presque, on sent bien que les pouvoirs publics ont vraiment envie de flécher notre épargne vers ces entreprises. Quels sont les enjeux justement de ce financement des PME, des ETI ? Depuis plus de 15 ans maintenant, les gouvernements successifs ont utilisé le levier fiscal pour drainer l'épargne des particuliers vers les PME. Plus spécifiquement, maintenant, il y a quasiment jour pour jour, un an, le rapport Berger-Lefebvre avait requis avait demandé donc de drainer à peu près 100 milliards sur 5 ans vers les PME. D'où la recommandation neuve du rapport Berger-Lefebvre avait demandé la création du PEA-PME. Donc, mais au-delà de tout ça, quels sont les critères de choix pour les particuliers ? On sait, quand on investit dans une PME, on a la faculté d'avoir une réduction d'impôt sur le revenu égale à 18% du montant investi dans le cadre d'un plafond pluriannuel de 100 000 euros. Oui, comme vous l'avez dit, il y a toujours la carotte fiscale. Carotte fiscale, 18% avantage. Mais on a aussi la faculté d'opter pour la réduction à l'ISF. Et la loi TEPA de 2007 avait créé cette carotte, si je puis dire, puisque 50% de la somme investie va en déduction donc du montant de sa cotisation d'ISF. Puis on a une autre option, c'est intégrer ces titres dans le PEA. Dans le PEA ancienne génération, si je peux plus dire, le vieux PEA, dont le plafond est porté à 150 000 euros, et aussi maintenant dans le PEA-PME, dont le montant peut être investi de 75 000 euros. Oui, parce qu'on nous dit PEA-PME, PEA-PME, mais c'est vrai que le PEA permettait déjà de travailler dans ce sens. On pouvait inscrire des titres de nos côtés dans l'ancien PEA, et on peut toujours. C'est quand même important de le repréciser. Aujourd'hui, si on investit, si on choisit d'y aller en direct, qu'est-ce que ça signifie ? Comment on s'y prend ? Et quelles sont les carottes, là encore, que l'on peut récolter ? En direct, je le disais, 18% de réduction d'impôt si on opte pour la réduction IR, 50% si on est l'ISF ou le PEA. Mais les avantages sont exclusifs les uns des autres. En d'autres termes, on ne peut pas bénéficier de 18% de réduction à l'impôt sur le revenu plus 50% à l'ISF si on investit en direct. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Bien évidemment, premier critère, si on vise la défiscalisation de sa cotisation d'ISF, si on est assujetti à l'ISF, opter pour la réduction de 50%. Ça paraît quasi évident. Mais c'est valable que pour les nouveaux titres, pour les titres qui sont émis. Réduction d'IR, réduction d'ISF pour les titres émis. Pour des vieux titres, des titres qui existent déjà, qu'on veut acheter à un cédant, donc on est le bénéficiaire de cette cession, on ne peut le faire que dans le PEA, d'autant plus qu'on peut avoir des liquidités qui sont disponibles au sein du compte espèces qui est attaché au PEA. Utilisons donc le PEA pour investir dans ces vieux titres. Donc ça dépend de la nature du titre. Là. Le choix, entre guillemets, se fait... Alors c'est moins la nature du titre que la qualité du titre. Si c'est un nouveau titre, oui. Réduction IR, réduction ISF. C'est un vieux pas titre. Le bon vocabulaire. Oui, je précise, je suis là pour ça. Donc ça c'est les critères principaux. Maintenant il y en a d'autres critères. Les autres critères, c'est le groupe familial. Dans un PEA, on ne peut pas détenir plus de 25%. Soi-même et son groupe familial, ascendant, descendant, conjoint, ne peuvent détenir plus de 25% de la société. Attention, parce qu'à un instant T, on peut détenir 20%, mais on peut aussi, par exemple, à la faveur d'une réduction de capital ultérieure, aller au-delà du seuil de 25%. Et là, le PEA, il explose, les titres explosent. Donc, attention à ce critère. L'autre critère, c'est qu'est-ce qu'on recherche. Donc, si on recherche des dividendes, des distributions, je rappelle que pour les titres non cotés, au-delà de 10% de distribution par rapport à la valeur d'inscription des titres dans le PEA, on intègre les dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc on n'a plus l'enveloppe protectrice du PEA. Donc attention. Et puis aussi, on peut essayer de regarder quel est l'espoir de plus-value que l'on attend sur ces titres. Si, et là j'ai fait un petit calcul, j'ai modélisé ce week-end les avantages. Ça. Ça je me suis bien amusé. Modélise le week-end. J'ai modélisé ce week-end. Donc, et on arrive à ces éléments-là. Puisque l'on sait aujourd'hui que les titres que l'on vend sont intégrés, le gain est intégré au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Qu'on est forcément dans le régime incitatif par hypothèse, c'est-à-dire pour des titres de sociétés nouvellement créées, qu'on détient pour des titres de PME, donc récentes, et qu'on va vendre avant 10 ans. Eh bien là, on a un abattement qui est entre 4 et 8 ans de 65%.
avec la tranche marginale de l'impôt sur le revenu, avec la contribution exceptionnelle sur les revenus, avec la déduction de la CSG, bref, on arrive à 32,75 en taux marginal. Donc, si jamais on a une taxation de la plus-value à 32,75 et qu'on a opté pour la réduction d'impôt sur le revenu, eh bien, on aura un taux d'impôt qui sera inférieur à 10 du paiement, bien sûr, si on vend le titre avec moins de 37% de plus-value. Parce que je rappelle que la loi de finances pour 2014, c'est inaccessible pour le commun des mortels. Mais non, on peut essayer de penser, est-ce que le titre que j'achète, je vais faire plus ou moins 37%? Si je pense que je vais faire moins de 37% et que je vais le vendre d'ici à 5 ans, eh bien, j'opte pour la réduction d'impôt sur le revenu. Attention, dans le prix de revient fiscal du titre, on le minore de l'avantage fiscal acquis au départ. Donc le titre que j'achète 100 et que je vais revendre 137, par hypothèse, eh ben, ma plus-value, elle n'est pas égale à la différence entre 100 et 137, elle est égale à 100 moins 18, donc 72 si je ne m'abuse, donc 82 pardon, donc et la plus-value est de 137. Donc la plus-value est taxable sur la différence entre 137 et 82. Si en revanche on a une plus-value qui est comprise entre 37 et 70%, c'est neutre. PEA ou réduction d'impôt sur le revenu, on arrive à la même chose. Mais si on a un espoir de gain très fort, supérieur à 70%, optez pour le PEA. Utilisez le PEA-PME ou l'ancien PEA et logez vos titres à l'intérieur. Ça veut dire que toute cette optimisation fiscale, elle demande quand même une sacrée connaissance de tous les mécanismes. Bien sûr, mais elle demande une réflexion. Retenons des chiffres simples. Fort espoir de plus-value, utilisez le PEA. Espoir plus léger de plus-value, optez pour la réduction d'impôt sur le revenu. Et bien sûr, si on est assujetti à l'ISF, optez pour la réduction d'ISF dont le taux est de 50%, ce qui est quand même relativement sympathique. Enfin, quand même, l'optimisation fiscale aujourd'hui en France, elle nécessite des supercalculateurs, Benoît Lombard. Bah oui, on sert à ça aussi. Donc, mais c'est vrai qu'il faut calculer, il faut se projeter, et c'est vrai que c'est pas facile. Et on l'a dit souvent sur votre antenne, c'est de plus en plus compliqué pour un particulier. Ouais. C'est de plus en plus complexe, d'autant plus que les règles changent. Alors, moi, je demande juste une chose. De la stabilité. De la stabilité. On l'a déjà dit plusieurs fois ici même. Benoît Lombard pour Vitam qui a calculé pour vous le réglage le plus fin possible de la répartition de vos titres de PME, puisque c'est dans l'air du temps en matière d'épargne. Merci Benoît.